Un père célibataire est licencié pour être arrivé en retard après avoir aidé une femme enceinte. C'était l'épouse du patron de l'entreprise. Julien Moreau, 34 ans, père célibataire, vit dans la terreur quotidienne de l'échec. Chaque matin, il livre sa fille Amélie à l'école avant de filer vers son travail de chauffeur-livreur. 3 retards ce mois-ci. Un 3e serait fatal. Son superviseur, Marc Pelletier, est impitoyable. 3 retards, c'est la porte. Ce matin pluvieux, Julien aperçoit une femme enceinte effondrée sur le trottoir, pliée de douleur, les contractions la déchirant. Autour d'elle, des dizaines de passants détournent le regard et continuent leur chemin. Julien vérifie l'heure, 7h54. Il a 5 minutes. S'il s'arrête, il perd tout, son emploi, son loyer, l'avenir de sa fille. Mais il ne peut pas la laisser mourir. Il la conduit à l'hôpital. Elle accouche de justesse. Il arrive au travail avec 1 heure de retard. Marc ne veut rien entendre. « Tu es viré, Moreau, ramasse tes affaires. » Julien rentre chez lui, brisé. Comment va-t-il payer le loyer? Comment va-t-il nourrir Amélie? Il a tout perdu pour avoir fait preuve d'humanité. 2 jours plus tard, un appel de l'hôpital. La femme qui l'a sauvé veut le rencontrer. Julien se rend à son chevet. Elle le remercie, les larmes aux yeux. Puis un homme entre dans la chambre. Antoine Delattre, PDG et fondateur de Delattre Logistique. L'entreprise qui vient de licencier Julien. La femme qui l'a sauvé est Claire Delattre, l'épouse de son ancien patron. Antoine découvre la vérité. Un de ses employés a été licencié pour avoir sauvé sa femme. Le choc est total. Que va-t-il faire? Réintégrer Julien par obligation? L'ignorer pour préserver son autorité? Ou quelque chose de plus grand, de plus profond, qui pourrait transformer non seulement la vie de Julien, mais l'âme entière de son entreprise? Une histoire vraie du cœur de Lyon. Un geste de compassion qui a tout changé. Une leçon sur le prix de l'humanité dans un monde qui ne s'arrête jamais. Le destin de Julien vient de basculer. Mais vers quoi? Le réveil sonna à 5h45, comme chaque matin. Julien Moreau émergea péniblement de son sommeil trop court, la nuque raide, les paupières lourdes. La chambre était plongée dans l'obscurité de novembre, cette obscurité épaisse et humide qui caractérise Lyon à l'approche de l'hiver. Dehors, dans la rue Garibaldi, les premiers tramways commençaient leur balai matinal, leur sonnerie métallique résonnant contre les façades haussmanniennes du quartier de la Guillotière. Julien s'assit au bord du lit, les pieds nus sur le parquet froid. 34 ans, les épaules déjà voûtées par le poids des responsabilités, les cheveux châtains en bataille, une barbe de 3 jours qu'il n'avait plus le temps d'entretenir correctement. Son reflet dans le miroir de l'armoire lui renvoya l'image d'un homme fatigué, cerné, mais qui refusait de s'effondrer. Pas maintenant, pas tant qu'Amélie avait besoin de lui. Qu'il enfila son jean délavé, un pull gris à col roulé, le même qu'il portait depuis 4 jours, et ses vieilles baskets Nike dont la semelle commençait à se décoller. Dans la cuisine exiguë de leur appartement F3, il mit en route la cafetière italienne, celle qu'Élise avait achetée lors de leur voyage à Rome, 6 ans auparavant. Le parfum du café emplit rapidement l'espace, se mêlant à l'odeur de renfermé caractéristique des logements où l'on n'ouvre jamais assez les fenêtres par manque de temps. Pendant que l'eau bouillait, Julien sortit du réfrigérateur le peu qu'il restait. Un fond de lait demi-écrémé, 3 œufs, du beurre doux, une demi-baguette achetée la veille au Carrefour City du coin. Il calcula mentalement. Encore 6 jours avant la paie. 53 € sur le compte. Le loyer était passé le 1er novembre. 920 € partis d'un coup, laissant le budget du mois amputé dès le départ. Il faudrait tenir. Comme toujours, à 6h20, il poussa doucement la porte de la chambre d'Amélie. La petite dormait encore, recroquevillée sous sa couette à motif de licorne, serrant contre elle Monsieur Lapin, la peluche élimée qu'elle traînait partout depuis ses 2 ans. Ses cheveux blonds, ceux d'Élise exactement, étalés sur l'oreiller formaient une auréole désordonnée. Julien sentit son cœur se serrer. 6 ans. Sa fille avait 6 ans, et déjà elle avait perdu sa mère. Déjà elle devait se lever à l'aube pour suivre les contraintes professionnelles de son père. « Ma puce », murmura-t-il en caressant doucement son front. « C'est l'heure, mon cœur. » Amélie grogna, enfouit son visage dans l'oreiller. Julien sourit malgré la fatigue. Cette petite guerre du réveil, c'était leur rituel quotidien. « Allez, mademoiselle Moreau, si tu te lèves maintenant, je te fais des œufs brouillés. » Les yeux d'Amélie s'ouvrirent d'un coup,
d'un bleu océan identique à ceux de sa mère. « Avec du fromage râpé ?» demanda-t-elle d'une voix ensommeillée. « Avec du fromage râpé, promit Julien. Mais tu dois te dépêcher. Papa doit être au travail à 7h30. La petite se redressa, frottant ses yeux avec ses poings. Elle portait un pyjama rose délavé, trop petit maintenant. Il faudrait en acheter un nouveau bientôt, ajouter ça à la liste interminable des dépenses à venir. Julien l'aida à s'habiller. Jean, pull violet, chaussettes dépareillées, parce que les machines à laver de la laverie du rez-de-chaussée avalaient toujours une chaussette sur 2. Il lui brossa les cheveux, les attacha en queue de cheval comme il pouvait, maladroitement, sans la dextérité d'Élise qui savait faire des nattes compliquées et des chignons de princesse. « Papa, dit Amélie en avalant une bouchée d'œuf brouillé, aujourd'hui c'est la sortie au musée des Confluences. Maîtresse Durand a dit qu'on va voir les dinosaures. C'est vrai, c'est génial ça. Tu vas me raconter ce soir, d'accord? D'accord. Et papa? Est-ce qu'on pourra aller à la patinoire samedi? Léa y va avec ses parents. Julien marqua une pause imperceptible. La patinoire. 15 € l'entrée, plus la location des patins. 30 € au total. Une somme qu'il n'avait pas. On verra, ma puce. Papa doit vérifier son planning. C'était devenu sa réponse automatique. On verra. Code pour je ne peux pas me le permettre. Amélie hocha la tête, habituée à cette formule évasive. Elle n'insista pas. À 6 ans, elle avait déjà appris à ne pas trop demander. À 7h pile, ils descendirent les 4 étages. L'ascenseur était encore en panne depuis 3 semaines et rejoignirent la Peugeot 206 grise garée sur le boulevard. Le ciel était d'un gris uniforme, lourd de pluie. Une bruine fine commençait à tomber, transformant les trottoirs en surface glissante. Julien attacha Amélie sur le siège arrière, vérifia 2 fois la ceinture. Il mit le contact. Le moteur toussa avant de démarrer. Il faudrait bientôt changer les bougies. Encore une dépense. Le trajet jusqu'à l'école Pasteur, rue Sébastien Griffe, prenait 15 minutes en temps normal, 25 avec les embouteillages du matin. Lyon se réveillait lentement, les lumières des boulangeries s'allumant une à une, les rideaux métalliques des commerces se levant dans un bruit de ferraille. Julien croisa le regard d'autres parents dans leur voiture, tous pris dans la même course matinale, tous avec ce même air de fatigue résignée. « Papa !» chantonna Amélie depuis la banquette arrière. « Tu sais quoi? Hier, Léa m'a dit que sa maman va avoir un bébé. »« Ah oui? C'est chouette pour elle. Et moi, j'aurai un petit frère ou une petite sœur un jour. » La question frappa Julien comme un coup dans la poitrine. Il serra le volant plus fort. « Je ne sais pas, ma puce. Pour l'instant, c'est toi et moi. Et on forme une belle équipe, non? »« La meilleure équipe du monde, » confirma Amélie avec un sourire qui illumina le rétroviseur. Julien gara la voiture devant l'école à 7h23. Quelques minutes d'avance, pour une fois. Il accompagna Amélie jusqu'à la grille, où d'autres enfants attendèrent déjà, cartable sur le dos. Madame Sylvie, la surveillante, lui adressa un signe de tête amical. « Alors, ma grande, tu vas bien t'amuser aujourd'hui, » dit Julien en s'accroupissant à la hauteur de sa fille. « Tu écoutes bien, maîtresse Durand, d'accord? Et ce soir, mamie Josette viendra te chercher. Je finis tard. »« Encore ?» soupira Amélie. « Encore, mon cœur. Mais demain, c'est vendredi. Et vendredi soir, on se fait une pizza devant un film. Marché conclu ?» Amélie lui sauta au cou, l'embrassant sur les 2 joues. « Marché conclu. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma puce. Plus que tout au monde. » Il la regarda franchir la grille, rejoindre son amie Léa, disparaître dans la cour de récréation. Puis il remonta en voiture, jeta un coup d'œil à sa montre. 7h28. 30 minutes pour traverser Lyon d'est en ouest et atteindre l'entrepôt Delattre Logistique, zone industrielle de Vèze. C'était jouable. Juste. La circulation était dense sur le quai Victor-Augagneur. Les feux rouges s'enchaînaient. Julien tambourinait nerveusement sur le volant, surveillant l'heure qui défilait sur le tableau de bord digital. 7h34, 7h39, 7h45. Il sentait l'angoisse monter. Marc Pelletier, le superviseur, était intraitable sur les horaires. 2 retards ce mois-ci, 2 avertissements. Un 3e signifierait la porte. Julien travaillait chez Delattre Logistique depuis 4 ans. Chauffeur-livreur, course locale, principalement des colis pour les entreprises du secteur tertiaire lyonnais. Le salaire était correct, 1 800 € net, mais les horaires étaient impitoyables. 7h30, présence obligatoire pour le briefing.
puis la route jusqu'à 18 heures, parfois 19 heures selon le planning. Pas de flexibilité, pas de compréhension pour les contraintes familiales. C'est comme ça ou c'est la porte, répétait Marc avec son sourire carnassier. Marc Pelletier, 50 ans, ancien militaire reconverti dans la logistique, crâne rasé, mâchoire carrée, bras tatoués. Il dirigeait l'équipe des 17 chauffeurs avec une discipline de caserne. Pas de retard, pas d'excuses, pas de sentiments. Les gars l'appelaient le pitbull dans son dos. Julien l'avait vu licencier 3 personnes en 6 mois pour des broutilles. Un accident matériel mineur, une livraison en retard à cause d'une déviation, un arrêt maladie non justifié selon lui. 7h52. Julien accéléra dangereusement sur le pont Koenig, slalomant entre les voitures. Il serait en retard. Encore. Il imagina déjà le regard de Marc, ses bras croisés, sa voix cassante. Alors, Moreau, on a encore des problèmes de réveil. Non, Marc. Des problèmes de fille qui doit manger, être conduite à l'école, être élevée par un père seul qui fait ce qu'il peut. C'est alors qu'il la vit. Au niveau de la rue Garibaldi, à 200 mètres du pont Lafayette, une femme était effondrée contre le mur d'un immeuble. Enceinte, visiblement très enceinte, elle se tenait le ventre à 2 mains, le visage crispé de douleur, la bouche ouverte sur un cri silencieux. Son téléphone portable gisait à ses pieds, dans une flaque d'eau. Autour d'elle, le flot des passants continuait, indifférent. Des parapluies noirs, des gens pressés, des regards qui glissaient sans s'arrêter. Julien freina brutalement. Son cœur battait la chamade. 7h54. Il était déjà en retard. S'il s'arrêtait maintenant, il arriverait avec 20, peut-être 30 minutes de décalage. C'était fini. Le licenciement était assuré. Mais la femme gémissait maintenant, pliée en deux, une main cherchant désespérément un appui contre le mur humide. « Merde !» lâcha Julien entre ses dents. Il se gara en double file, alluma les warnings et courut vers elle. La pluie redoublait d'intensité, transformant les trottoirs en rivières grises. « Madame, madame, vous m'entendez ?» La femme leva les yeux vers lui. Trentaine, cheveux châtains coupés au carré, lunettes rondes de vue, visage livide de souffrance. Elle portait un manteau de laine beige trempé, un foulard mauve noué autour du cou. Les contractions, haleta-t-elle. Je ne peux pas. Mon mari, il est en déplacement. J'ai essayé d'appeler. Elle agrippa le bras de Julien avec une force surprenante. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le bébé. Il arrive. Julien ne réfléchit pas. Il passa un bras sous les épaules de la femme, l'aida à se redresser. Je vous emmène à l'hôpital. Vous pouvez marcher? Je crois. Il la soutint jusqu'à la voiture, ouvrit la portière passager, l'installa avec précaution. Elle gémit à nouveau, serrant son ventre. Julien récupéra le téléphone mouillé, le lui tendit, puis contourna la voiture en courant. Il démarra en trombe, direction l'hôpital Édouard Herriot, le plus proche. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en naviguant dans le trafic. « Claire » souffla-t-elle. « Claire, Delattre. » Le nom ne résonna pas particulièrement dans l'esprit de Julien. Il était concentré sur la route, sur les feux, sur la femme qui haletait à côté de lui. « Accrochez-vous, Claire. On y est presque. Vous avez quelqu'un à prévenir ? Mon mari, Antoine. Il est à Paris. Pour le travail. Oh mon Dieu, ça fait si mal. » Julien composa le 15 tout en conduisant, expliqua la situation au SAMU, donna leur position. L'opératrice lui conseilla de continuer vers les urgences obstétriques, que l'équipe serait prévenue. Il raccrocha, slaloma entre 2 bus, grilla un feu orange qui virait au rouge. « Ça va aller, Claire. Respirez. Inspirez profondément. Comme ça, oui. Vous êtes à combien de mois ? 9. C'est le terme. Mais c'était prévu pour dans 10 jours. Je suis juste sorti, acheter du pain. Et toussait. Oh non, encore une contraction. » Elle se plia en avant, gémissant. Julien accéléra encore, les mains moites sur le volant. 8h07. Il était maintenant à plus de 30 minutes de retard. Son téléphone vibra dans sa poche. Sûrement Marc. Il l'ignora. 5 minutes plus tard, il se garait devant les urgences de l'hôpital Édouard Herriot. 2 infirmiers attendèrent déjà avec un fauteuil roulant. Ils prirent en charge Claire immédiatement, la questionnèrent rapidement pendant que Julien restait en retrait, trempé, les jambes tremblantes d'adrénaline. « Vous êtes son mari ?» demanda une sage-femme. « Non, je l'ai juste trouvée dans la rue. Elle avait besoin d'aide. »
D'accord, on s'en occupe. Vous pouvez attendre ici si vous voulez ou laisser vos coordonnées à l'accueil. Claire se retourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Merci, dit-elle d'une voix étranglée. « Merci infiniment. Je ne sais même pas votre nom. Julien Moreau. » Puis elle disparut derrière les portes automatiques du service de maternité. Julien resta planté là un instant, désorienté, le cœur encore battant. Puis la réalité le frappa de plein fouet. Il consulta son téléphone. 3 appels manqués de Marc, 2 messages vocaux, un SMS. « T'es où, Moreau? Tu te fous de ma gueule ?» 8h23, 1 heure de retard. Julien remonta dans sa voiture et prit la direction de Vèze, le ventre noué. Il savait ce qui l'attendait. L'entrepôt de Lattre Logistique s'étendait sur près de 8000 mètres carrés, un bâtiment de tôle grise et de béton au milieu de la zone industrielle. Une vingtaine de camionnettes blanches étaient garées devant les quais de chargement. Julien se gara sur le parking des employés, coupa le moteur et resta assis quelques secondes, cherchant le courage de sortir. Quand il poussa la porte du hall d'accueil, un silence pesant l'accueillit. Ses collègues, Thomas, Kevin, Rachid, Sofiane, levèrent les yeux vers lui puis les baissèrent aussitôt, gênés. Marc Pelletier était adossé contre le comptoir de la réception, bras croisés, regard noir. « Moreau, mon bureau, maintenant !» Julien le suivit dans le petit espace vitré qui servait de bureau au superviseur. Des classeurs alignés, un ordinateur portable, un planning mural couvert de post-it. Marc referma la porte avec une lenteur calculée, se retourna vers Julien. « 1 heure de retard, Moreau, 1 heure. Tu te rends compte ?» Julien prit une grande inspiration. « Marc, écoute, j'ai eu une urgence. Une femme enceinte s'est effondrée dans la rue. Elle était en plein travail. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. »« Oh, comme c'est touchant !» railla Marc. Julien Moreau, le bon samaritain. Et pendant ce temps, qui se tape tes livraisons? Qui gère le bordel que tu laisses derrière toi? Il se pencha en avant, le visage à quelques centimètres de celui de Julien. Tu crois que je vais gober ça? Une femme enceinte? T'aurais pas pu appeler les pompiers comme tout le monde? Je les ai appelés, mais elle avait besoin d'aide immédiatement. Marc, je te jure que c'est la vérité. Je peux même te donner les coordonnées de l'hôpital si tu veux vérifier. Je m'en fous de ta vérité, Moreau. C'est ton 3e retard ce mois-ci. 3e. Le règlement est clair, 3 retards. C'est un licenciement. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Marc, s'il te plaît, j'ai besoin de ce boulot. J'ai une fille. Je suis seul. Si tu me vires, je... Marc leva la main pour le faire taire. C'est pas mon problème, Moreau. T'avais qu'à être à l'heure. On est dans une entreprise ici, pas dans une association caritative. Les autres arrivent tous à être ponctuels, pourquoi pas toi? Il ouvrit un tiroir, sortit une enveloppe déjà préparée. Ton solde de tout compte sera viré dans 2 jours. Ramasse tes affaires, rends ton badge et ta veste de travail. T'as 1 heure pour dégager. Julien ouvrit la bouche, la referma. Les mots se bloquèrent dans sa gorge. Il voulait hurler, supplier, frapper le mur. Mais il ne fit rien de tout ça. Il prit l'enveloppe d'une main tremblante, tourna les talons et sortit du bureau sans un mot. Dans le vestiaire, il récupéra ses quelques effets personnels. Une gourde, un thermos, une photo d'Amélie scotchée sur la porte de son casier. Thomas entra, posa une main sur son épaule. « Mec, je suis désolé. Marc est vraiment un enfoiré. »« Ouais, » murmura Julien, « un enfoiré avec le pouvoir de détruire des vies. » Il quitta l'entrepôt sans se retourner, monta dans sa voiture et resta là, immobile, les mains sur le volant, fixant le pare-brise embué. Viré. Il était viré. Comment allait-il payer le loyer? Comment allait-il nourrir Amélie? Comment allait-il expliquer ça à sa fille? Son téléphone sonna. Josette, la mère d'Élise, qui gardait Amélie depuis la mort de sa fille. « Julien, tout va bien, mon grand? Tu es où? »« J'ai eu un problème au travail, Josette. Je rentre à la maison. Tu peux récupérer Amélie ce soir comme d'habitude? »« Bien sûr, mon chéri. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. » Il raccrocha, posa son front contre le volant et ferma les yeux très fort pour empêcher les larmes de couler. Comptage. 18, 547 caractères. Le développement se poursuit. De retour dans l'appartement de la rue Garibaldi, Julien s'effondra sur le canapé usé du salon. Midi venait de sonner aux cloches de l'église Saint-André. La pluie battait contre les vitres, transformant Lyon en un tableau impressionniste gris et flou. Il alluma son ordinateur portable,
un vieux Asus qui mettait 3 minutes à démarrer, et commença à chercher des offres d'emploi. Pôle emploi, Indeed, Le Bon Coin. Les annonces défilaient, toutes similaires, toutes exigeant des diplômes qu'il n'avait pas ou des années d'expérience dans des domaines qu'il ne maîtrisait pas. Chauffeur VTC, il n'avait pas de licence. Livreur pour une plateforme, salaire à la course, trop aléatoire. Agent de sécurité, horaire de nuit incompatible avec Amélie. Magasinier, déjà 23 candidatures sur l'annonce publiée ce matin. Julien remplit 4 CV, rédigea 4 lettres de motivation en essayant de masquer son licenciement récent. Il envoya les candidatures, sachant déjà qu'il ne recevrait probablement aucune réponse. Le marché du travail était impitoyable pour les profils comme le sien, sans diplôme, avec des contraintes familiales, avec un trou dans le CV à venir. À 14 heures, il appela sa banque. Consultation du solde, 53,12 €. Le loyer était passé. Le prélèvement automatique d'EDF était prévu dans 6 jours, 87 €. Il ne les avait pas. Il nota mentalement d'appeler EDF pour demander un délai de paiement. Encore. Le téléphone sonna à nouveau. Un numéro inconnu. Il décrocha avec méfiance. « Monsieur Moreau ? Bonjour, c'est le service des ressources humaines de l'hôpital Édouard Herriot. » Julien se redressa, le cœur battant. « Oui, Madame Claire Delattre souhaiterait vous parler. Elle a donné naissance à un petit garçon ce matin. Tout s'est très bien passé et elle insiste pour vous remercier personnellement. Seriez-vous disponible pour passer cet après-midi » Julien hésita. Il avait tant de choses à faire, chercher du travail, appeler les créanciers, préparer le terrain pour expliquer la situation à Amélie. Mais quelque chose dans cette invitation le touchait. « Oui, bien sûr, je peux venir dans 1 heure. » Il se doucha, enfila une chemise propre, une des rares qui lui restait de son ancienne vie, quand il travaillait encore dans la comptabilité avant la maladie d'Élise. Il prit le bus, économisant l'essence de la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital dura 25 minutes. Le service de maternité baignait dans une lumière tamisée. Des photos de nouveau-nés tapissaient les murs. Julien se présenta à l'accueil et une infirmière le guida jusqu'à la chambre 214. Elle frappa doucement, entr'ouvrit la porte. « Madame Delattre, votre visiteur est arrivé. » Claire était installée dans le lit médicalisé, assise contre des oreillers blancs, un petit paquet emmailloté dans ses bras. Elle leva les yeux et son visage s'illumina. « Julien, entrez s'il vous plaît. » Il s'avança timidement. La chambre était spacieuse, ensoleillée malgré la grisaille extérieure, décorée de bouquets de fleurs, roses blanches, tulipes jaunes, pivoines. Un luxe discret flottait dans l'air, une aisance que Julien reconnaissait pour l'avoir côtoyée autrefois, dans une autre vie. « Voici Thomas, » dit Claire avec une fierté émue. « Thomas Delattre, 3,4 kg, 52 cm. Il est né à 9h27 ce matin. Grâce à vous. » Julien se sentit rougir. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. »« Mais personne ne l'a fait, » répliqua Claire, la voix soudain tremblante. « Personne ne s'est arrêté. Ils m'ont tous vu, et ils ont tous continué leur chemin. Vous êtes le seul. Et si vous n'aviez pas été là ?» Elle essuya une larme qui roulait sur sa joue. « Le médecin m'a dit que j'ai eu de la chance. 10 minutes de plus, et ça aurait pu très mal tourner. Vous m'avez sauvé la vie. Vous avez sauvé celle de mon fils. » Julien ne savait plus où regarder. « Je suis content que tout se soit bien passé. Vraiment. » Claire l'observa attentivement, comme si elle cherchait à percer un mystère. « Vous avez des enfants, Julien ?»« Oui, une fille, Amélie. Elle a 6 ans. Et votre femme ? Elle est morte il y a 2 ans. Cancer du pancréas. » Un silence lourd s'installa. Claire posa doucement sa main sur celle de Julien. « Je suis désolée. Ça a dû être... Je ne peux même pas imaginer. Et vous élevez votre fille seule. Oui, c'est compliqué, mais on se débrouille. » Menteur, pensa-t-il. On ne se débrouille pas. On survit à peine. Vous travaillez dans quoi ? Julien hésita. Devait-il mentir ? Inventer une histoire pour sauver la face ? Mais à quoi bon ? Je travaillais comme chauffeur-livreur, mais ce matin, à cause du retard, mon patron m'a licencié. Claire écarquilla les yeux. Quoi ? À cause de moi ? Ce n'est pas votre faute. C'était déjà tendu au travail. C'était le 3e retard ce mois-ci. Le règlement est le règlement, apparemment.
Claire secoua la tête, incrédule. « Vous m'avez aidé à accoucher et vous avez perdu votre emploi. C'est inacceptable. Pour quelle entreprise travailliez-vous » Delattre Logistique, zone industrielle de Vèze. Le visage de Claire se figea. Une expression indéchiffrable passa dans ses yeux. « Delattre » répéta-t-elle lentement. « Oui, pourquoi ? C'est mon nom de famille. » Julien cligna des yeux. « Oui, je sais, vous me l'avez dit ce matin dans la voiture. Mais... » La porte s'ouvrit brusquement. Un homme entra essoufflé, costume 3 pièces impeccable malgré le voyage précipité, mallette en cuir à la main. La quarantaine, cheveux grisonnants coupés courts, regard vif et autoritaire, présence imposante. « Claire, mon Dieu, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Le train avait du retard. Comment vas-tu? Et le bébé ?» Il se précipita vers le lit, prit délicatement Thomas dans ses bras, embrassa Claire sur le front. « Tout va bien, murmura-t-elle. Tout va bien maintenant. Antoine. » Qu'elle se tourna vers Julien qui s'était reculé instinctivement. « Je te présente Julien Moreau. C'est lui qui m'a sauvé ce matin. » L'homme, Antoine, leva les yeux vers Julien. Son regard se durcit légèrement, comme s'il évaluait une situation complexe. Puis il tendit la main. « Antoine Delattre, enchanté. Ma femme m'a tout raconté au téléphone. Je ne sais pas comment vous remercier. » Julien serra la main, troublé par la force de la poigne, par l'assurance qui émanait de cet homme. « Ce n'était rien, vraiment. »« Ce n'était pas rien, » corrigea Antoine. « C'était tout. Vous avez aidé ma femme quand personne d'autre ne l'a fait. Je vous en suis infiniment reconnaissant. » Il marqua une pause, fronça les sourcils. « Votre nom me dit quelque chose. Julien Moreau. » Claire intervint doucement. « Chérie, Julien travaillait chez Delattre Logistique. » Antoine se figea. Le nom résonna différemment cette fois. « Chez nous? Quel département? Chauffeur-livreur. Enfin, je travaillais. Ce matin, j'ai été licencié pour retard, à cause de... » Il désigna Claire et le bébé, incapable de finir sa phrase. Le silence qui suivit fut électrique. Antoine regarda sa femme, puis Julien, puis à nouveau sa femme. Son expression passa de la surprise à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de la colère froide. « Vous avez été licencié ce matin? Pour avoir aidé ma femme ?» Le superviseur ne voulait rien entendre. C'était mon 3e retard. Antoine posa délicatement Thomas dans le berceau transparent à côté du lit. Sa mâchoire se crispa. Quel superviseur? Marc Pelletier. Le nom sembla déclencher quelque chose chez Antoine. Il sortit son téléphone de sa poche, tapa rapidement un message, puis se tourna vers Julien. « Monsieur Moreau, je vais avoir besoin de votre numéro de téléphone et de votre adresse complète. Je vous recontacterai demain. » Julien hésita, puis dicta ses coordonnées. Antoine les nota méticuleusement dans son téléphone. « Merci. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, j'aimerais passer un moment avec ma femme et mon fils. » C'était une formule polie, mais ferme. Julien comprit le message. « Bien sûr. Je vous laisse. Félicitations encore. » Il quitta la chambre, le cœur étrangement lourd. Dans le couloir, il croisa une sage-femme qui lui sourit. « C'est touchant, non? Un couple qui vient d'avoir un bébé. »« Oui, » murmura Julien. « Touchant. » Il rentra chez lui en bus, perdu dans ses pensées. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait changer le cours de sa vie. Julien passa le reste de la journée dans un brouillard d'anxiété. De retour dans l'appartement, il fit les 100 pas dans le salon exigu, incapable de se poser. L'enveloppe de Marc Pelletier trônait sur la table basse, scellée, menaçante. Il ne l'avait pas encore ouverte. Il savait ce qu'elle contenait. Un solde de tout compte, quelques jours de salaire, la fin brutale d'une stabilité déjà fragile. Par la fenêtre, Lyon s'étendait sous un ciel de plomb. Les toits de tuiles oranges du quartier de la Guillotière luisaient sous la pluie persistante. Les Alpes, au loin, étaient noyées dans la brume. Novembre déployait sa mélancolie caractéristique, cette période de l'année où le jour décline dès 16h30, où les lumières artificielles remplacent prématurément le soleil. À 17h, Josette appela pour confirmer qu'elle avait récupéré Amélie à l'école. La petite était fatiguée mais heureuse, pleine d'histoires sur les dinosaures du musée des Confluences. Julien écouta la voix de sa belle-mère avec un mélange de gratitude et de culpabilité. Josette avait 68 ans, des rhumatismes qui la faisaient boiter, une retraite de 780 € par mois. Et pourtant, elle était là, 3 fois par semaine, pour garder Amélie quand Julien finissait tard. Sans elle, tout se serait déjà effondré depuis longtemps. « Je la ramène vers 19h, mon grand », dit Josette de sa voix douce et fatiguée.
On va manger des crêpes ici. J'ai de la pâte toute prête. Des crêpes. Un luxe que Julien ne pouvait plus offrir. Il remercia chaleureusement, raccrocha et s'autorisa enfin à ouvrir l'enveloppe. Le solde de tout compte s'élevait à 1 237 €. 3 semaines de salaire non effectuées, les congés payés non pris, moins les charges. Il fit rapidement le calcul mental. Loyer, 920 €. Restait 317 € pour tenir jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi. Électricité, nourriture, essence, assurance voiture, mutuelle d'Amélie. Impossible. Il alluma une cigarette, une vieille habitude qu'il avait reprise après la mort d'Élise, l'écrasa après 2 bouffées. Il ne pouvait même plus se permettre ce luxe dérisoire. Il ouvrit son ordinateur, retourna sur les sites d'emploi. Toujours les mêmes annonces, toujours les mêmes exigences impossibles. Il postula 6 offres supplémentaires, des postes sous-qualifiés, sous-payés, mais au moins réels. À 19h15, Josette sonna à l'interphone. Julien descendit ouvrir, prit Amélie dans ses bras. La petite sentait le sucre et la cannelle. Ses joues étaient aux roses, ses yeux brillants. « Papa, on a fait des crêpes au Nutella. Et mamie Josette m'a montré des photos de maman quand elle était petite. Elle avait les mêmes cheveux que moi. » Julien serra sa fille plus fort, enfouit son visage dans ses cheveux blonds. « C'est vrai, ma puce. Tu es son portrait craché. » Josette posa une main ridée sur l'épaule de Julien. « Ça va aller, mon grand? Tu as l'air tendu. » Julien hésita. Devait-il lui dire maintenant? Lui épargner cette nouvelle, au moins pour ce soir? « Ça va, Josette, juste une journée difficile. Merci pour tout. » Elle le scruta avec ce regard maternel qui voit à travers les mensonges polis, mais n'insista pas. Elle embrassa Amélie, serra brièvement Julien dans ses bras et repartit en boitant vers l'arrêt de bus. Dans l'appartement, Julien prépara un dîner simple. Pâte au beurre, un peu de gruyère râpée. Amélie raconta sa journée par le menu, mimant les rugissements des dinosaures, décrivant les squelettes géants, les écrans interactifs. Julien écoutait, souriait, hochait la tête. Mais son esprit était ailleurs, tourné vers l'abîme financier qui s'ouvrait devant lui. « Papa, tu m'écoutes ?» demanda soudain Amélie. « Bien sûr, ma puce. Tu me parlais du tyrannosaure. »« Non, papa. Je te parlais de la sortie de vendredi prochain, à la piscine. Maîtresse Durand a dit qu'il faut apporter 12 € pour le bus et l'entrée. 12 €. Une somme dérisoire, insurmontable. D'accord, mon cœur, on verra ça. » Le regard d'Amélie se voila légèrement. Elle connaissait cette expression. « On verra. » Elle n'insista pas, finit ses pâtes en silence. Après le repas, Julien lui donna son bain, lui lut une histoire. Le Petit Prince qu'Amélie adorait, la borda dans son lit. La petite s'endormit rapidement, épuisée par sa journée. Julien retourna dans le salon, s'affala sur le canapé. Le silence de l'appartement était oppressant. Pas de télévision. Il l'avait vendue 6 mois auparavant pour payer une facture EDF en retard. Juste le tic-tac de l'horloge murale, le bruit étouffé de la circulation sur la rue Garibaldi, les bribes de conversation des voisins à travers les murs trop fins. Il pensa à Élise, à leur rencontre à la fac 12 ans auparavant. Lui en comptabilité, elle en lettres modernes. Leur premier rendez-vous au parc de la Tête d'Or sous les cerisiers en fleurs, leur mariage modeste à la mairie du 3e arrondissement, puis le repas dans un petit restaurant italien de la Croix-Rousse. La naissance d'Amélie, ce moment de joie pure et terrifiante, puis le diagnostic, 2 ans après. Pancréas. Stade avancé. 6 mois de chimiothérapie, de nausées, de cheveux perdus, de sourires courageux. Puis la fin, dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et le désespoir. Depuis, Julien survivait. Il n'avait pas vraiment vécu. Il enchaînait les journées, portait Amélie à bout de bras, refoulait sa tristesse, sa colère, son épuisement. Et maintenant, même cette survie minimale était compromise. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il décrocha avec méfiance. « Monsieur Moreau, ici Antoine Delattre. Pardonnez-moi de vous déranger si tard. » Julien se redressa d'un coup, le cœur battant. « Monsieur Delattre, bonsoir. Je voulais vous parler personnellement. Pouvez-vous vous rendre à mon bureau demain matin? Disons 10 heures, siège social de Delattre Logistique, rue de la République, dans le 2e arrondissement. » Julien hésita. Qu'est-ce que cela signifiait? Un procès? Une compensation? Une leçon de morale? Oui, je peux venir. Quel est l'objet de cette rencontre? Nous en parlerons demain.
« Bonne soirée, monsieur Moreau. » Antoine raccrocha avant que Julien puisse poser d'autres questions. Il fixa son téléphone, désorienté. Le siège social. Il n'y avait jamais mis les pieds. Les chauffeurs n'allaient jamais au siège. C'était un autre monde. Celui des cadres, des décisions stratégiques, des bureaux lumineux avec vue sur la Saône. Il ne dormit presque pas cette nuit-là. Le lendemain matin, Julien conduisit Amélie à l'école comme d'habitude, mais cette fois sans la pression horaire. Libéré de la contrainte du pointage, il prit le temps de lui faire un vrai petit déjeuner. Tartines de confiture, chocolat chaud, une pomme découpée en quartiers. Amélie le remarqua. « Papa, tu ne vas pas travailler aujourd'hui ?»« Si, ma puce. Mais j'ai un rendez-vous un peu plus tard. Un nouveau travail ? Peut-être. On verra. » Après avoir déposé sa fille, il rentra chez lui, se rasa soigneusement, enfila son unique costume, un ensemble anthracite acheté pour l'enterrement d'Élise, jamais porté depuis. Il se regarda dans le miroir. 34 ans, mais il en paraissait 40. Les cernes, les rides précoces au coin des yeux, la fatigue inscrite dans chaque trait. Il prit le tramway jusqu'à Bellecour, puis marcha jusqu'à la rue de la République. Le siège de Delattre Logistique occupait 3 étages d'un immeuble haussmannien magnifiquement restauré, façade ocre et pierre de taille, balcon en fer forgé. Un logo discret en lettres dorées ornait la porte d'entrée. Julien poussa la porte vitrée, pénétra dans un hall au sol de marbre blanc, aux murs décorés de photos encadrées, camions sur des routes panoramiques, entrepôts modernes, équipes souriantes. Une réceptionniste impeccable, tailleur bleu marine, sourire professionnel, leva les yeux. « Bonjour, monsieur. Vous avez rendez-vous ?»« Oui, Julien Moreau, 10 heures, avec monsieur Delattre. » Elle consulta son ordinateur, hocha la tête. « Parfait. 3e étage, bureau 301. L'ascenseur est sur votre gauche. » Julien monta, les jambes tremblantes. Le couloir du 3e étage était long, moqueté de gris anthracite, éclairé par des appliques design. Des portes en bois massif, des plaques dorées, direction financière, ressources humaines, stratégie commerciale. Au fond, le bureau 301, une plaque plus grande, Antoine Delattre, président directeur général. Julien frappa doucement. « Entrez !» Il poussa la porte. Le bureau était vaste, lumineux, avec de hautes fenêtres donnant sur la rue de la République. Des bibliothèques remplies de dossiers impeccablement rangés, un bureau en chêne massif couvert de documents, 2 canapés en cuir, des œuvres d'art contemporain au mur. Antoine était debout près de la fenêtre, costume gris perle, chemise blanche sans cravate. Il se retourna, tendit la main. « Monsieur Moreau, merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. » Julien s'installa dans un des fauteuils en cuir. Antoine prit place derrière son bureau, croisa les mains. « Avant toute chose, je tiens à vous remercier encore. Ma femme et mon fils vont bien grâce à vous. Claire m'a raconté en détail ce qui s'est passé. Vous avez fait preuve d'un courage et d'une humanité remarquables. » Julien hocha la tête, mal à l'aise face à tant de formalités. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste. Justement, ce qui vous semblait juste. Pas ce qui était confortable ou pratique. Pas ce qui préservait vos intérêts. Ce qui était juste. C'est rare. » Antoine marqua une pause, ouvrit un dossier devant lui. « J'ai fait quelques vérifications hier soir. Vous travaillez. Pour nous depuis 4 ans. Chauffeur-livreur. Dossier impeccable jusqu'à ces derniers mois. Aucun accident, aucune plainte client, évaluation toujours positive. Puis récemment, 3 retards. Le premier il y a 3 semaines, le deuxième il y a 10 jours, le troisième hier. Marc Pelletier vous a licencié pour motif disciplinaire. » Il leva les yeux vers Julien. « Pouvez-vous m'expliquer ces retards ?» Julien sentit sa gorge se serrer. Fallait-il tout déballer? Sa vie privée, ses difficultés, sa honte? Je suis père célibataire. Ma femme est décédée il y a 2 ans. Je dois conduire ma fille à l'école tous les matins avant d'aller travailler. Parfois, il y a des imprévus. Une gastro, un problème à l'école, un embouteillage plus long que prévu. Je fais de mon mieux, mais ce n'est pas toujours suffisant. Antoine l'écouta attentivement sans l'interrompre. Et le 3e retard, celui d'hier? Votre femme, je l'ai trouvée effondrée. Je ne pouvais pas la laisser. Antoine se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains dans les poches. Marc Pelletier, commença-t-il lentement, est un excellent superviseur sur le plan opérationnel.
Il fait tourner l'entrepôt de Vaise avec efficacité. Mais il manque cruellement de discernement humain. Il applique le règlement comme un ordinateur applique un algorithme, sans nuance, sans contexte. Il se retourna vers Julien. « Je n'étais pas au courant de votre licenciement. Les décisions de ce niveau sont déléguées au superviseur. Mais maintenant que je le sais, je ne peux pas laisser passer ça. Vous avez été licencié pour avoir fait preuve d'humanité, pour avoir aidé ma femme. C'est inacceptable. » Julien sentit un faible espoir naître dans sa poitrine. « Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux dire que je vais annuler votre licenciement. Vous êtes réintégré à effet immédiat. » Le soulagement submergea Julien comme une vague. « Merci, merci beaucoup, monsieur Delattre. Je ne sais pas quoi dire. » « Attendez, je n'ai pas fini. » Antoine retourna s'asseoir, posa les avant-bras sur le bureau. « Je ne vais pas vous renvoyer à Vaise. Pas sous les ordres de Marc. Ce serait humiliant pour vous et ça créerait une situation tendue. Je vous propose autre chose. » Il sortit une feuille du dossier, la fit glisser vers Julien. « Coordinateur de secteur, service des opérations locales. Basé ici, au siège. Vous superviseriez 3 équipes de chauffeurs dans la région lyonnaise, géreriez les plannings, les urgences, les relations avec les clients. Horaire de bureau, 9h, 17h30, avec flexibilité pour les contraintes familiales. Salaire, 2400 € net par mois. » Julien fixa la feuille, incapable de parler. C'était impossible. Trop beau, trop soudain. « Monsieur Delattre, je ne sais pas si je suis qualifié pour ça. Je n'ai jamais fait de management. Je n'ai pas de diplôme en logistique. Vous connaissez le métier de chauffeur. Vous connaissez les contraintes du terrain. Et surtout, vous avez quelque chose que beaucoup de managers n'ont pas, de l'empathie. Vous comprenez les difficultés de vos collègues parce que vous les avez vécues. C'est infiniment plus précieux qu'un diplôme. » Antoine se leva, tendit la main. « Alors, vous acceptez ?» Julien serra la main, hésitant encore. « Je peux y réfléchir ?»« Bien sûr. Prenez le temps qu'il vous faut, mais je vous demande une réponse d'ici lundi. » Julien quitta le bureau dans un état second. Dans l'ascenseur, il se laissa glisser contre la paroi, les jambes coupées. 2400 €, horaire fixe, flexibilité. C'était un miracle, ou un piège, ou les deux. Il passa le reste de la journée à réfléchir, à marcher dans les rues de Lyon, à peser le pour et le contre. Le pour, la stabilité financière, la fin de l'angoisse permanente, du temps pour Amélie. Le contre, l'imposture, le sentiment de ne pas mériter cette chance, la peur d'échouer. Le soir, après avoir couché Amélie, il appela Josette. « Josette, j'ai besoin d'un conseil. » Il lui raconta tout. Le licenciement, la rencontre avec Claire, l'offre d'Antoine. Josette écouta en silence, puis soupira longuement. « Mon grand, dit-elle avec douceur, tu as passé 2 ans à te sacrifier, à tout donner pour Amélie, à t'oublier complètement. Pour une fois, la vie te tend la main. Prends-la. Tu la mérites. » Julien sentit les larmes monter. « Et si j'échoue, si je ne suis pas à la hauteur, alors tu auras essayé, et Amélie sera fière de toi, pas parce que tu as réussi, mais parce que tu auras eu le courage d'accepter. » Il raccrocha, le cœur plus léger. Le lendemain matin, il rappela Antoine. « Monsieur Delattre, c'est Julien Moreau. J'accepte votre proposition. » Le lundi suivant, Julien commença son nouveau poste. Il arriva au siège à 8h45, fut accueilli par Nathalie Lambert, directrice des ressources humaines, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant et au professionnalisme rassurant. Elle lui fit visiter les locaux, le présenta aux équipes, lui remit un badge magnétique, un ordinateur portable, un téléphone professionnel. Son bureau était petit mais lumineux, au 2e étage, avec vue sur les toits de Lyon. Un bureau en mélaminé blanc, un fauteuil ergonomique, une armoire métallique. Sur le bureau, une plante verte, un sous-main, une photo encadrée d'Amélie qu'il avait apportée de chez lui. Les premiers jours furent vertigineux. Julien découvrit un monde qu'il n'avait jamais connu. Les réunions stratégiques, les tableaux Excel complexes, les rapports d'activité, les négociations avec les clients. Il se sentait souvent perdu, dépassé, convaincu que quelqu'un allait se rendre compte de l'erreur et le renvoyer à l'entrepôt. Mais lentement, il trouva ses marques. Il découvrit qu'il avait une capacité naturelle à écouter, à comprendre les problèmes, à trouver des solutions pragmatiques. Quand Thomas, un jeune chauffeur de 23 ans, arriva en retard 3 fois en 2 semaines, Marc Pelletier, toujours en poste à Vaise,
voulut le licencier immédiatement. Julien intervint, demanda à parler directement à Thomas. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Ce n'est pas ton genre d'être en retard. » Le jeune homme baissa les yeux, embarrassé. « C'est ma mère, elle est malade, Alzheimer. Je dois l'aider le matin, la préparer, m'assurer qu'elle a pris ses médicaments. Parfois, ça prend plus de temps que prévu. » Julien comprit immédiatement. Il avait vécu cette réalité. « Et tu n'as personne d'autre pour t'aider? » ?»« Non, mon père est décédé. Je suis fils unique. » Julien décala les horaires de Thomas d'1 heure, aménagea son planning pour qu'il commence à 9 heures au lieu de 8. Marc protesta, argumenta que c'était créer un précédent dangereux. Julien tint bon. « Marc, on ne peut pas traiter les gens comme des machines. Thomas est un excellent chauffeur. Si on l'aide maintenant, il nous le rendra au centuple. » Marc céda à contre-cœur. Thomas resta et devint un des employés les plus fidèles de l'entreprise. Les semaines passèrent. Julien s'épanouit dans son rôle. Il instaurait des rituels. Un café mensuel avec chaque chauffeur pour prendre des nouvelles, écouter les doléances, identifier les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Il créait des fiches de bonnes pratiques, organisait des formations, défendait ses équipes face aux clients trop exigeants. Amélie remarqua le changement. Son père rentrait plus tôt, souriait davantage, avait du temps pour jouer avec elle. Il put enfin l'emmener à la patinoire un samedi après-midi. Ils patinèrent maladroitement, tombèrent plusieurs fois, rirent aux éclats. Amélie serra la main de son père si fort qu'elle en eut mal aux doigts. « Papa » murmura-t-elle ce soir-là, en se blottissant contre lui sur le canapé. « Je suis contente. Tu es moins triste maintenant. » Julien l'embrassa sur le front, incapable de répondre, tant l'émotion le submergeait. 3 mois passèrent. Décembre arriva avec ses premières neiges sur les hauteurs de Lyon, ses illuminations de Noël place Bellecour, ses marchés artisanaux dans les rues pavées du Vieux-Lyon. Julien avait retrouvé une forme de stabilité. Le salaire plus élevé lui permettait de souffler, de rembourser ses dettes, de refaire une garde-robe décente, d'acheter des cadeaux d'anniversaire pour les camarades d'Amélie. Il croisait parfois Antoine dans les couloirs. Ils échangeaient des saluts polis, quelques mots sur les dossiers en cours. Mais une distance subsistait, cette frontière invisible entre l'employé et le patron, entre celui qui doit tout et celui qui a tout donné. Puis un vendredi après-midi, Julien reçut un email d'Antoine. « Pouvez-vous passer dans mon bureau lundi matin, 10 heures ? Sujet important à discuter. » L'angoisse revint d'un coup. Sujet important. Qu'est-ce que cela signifiait? Un problème dans son travail? Une erreur qu'il aurait commise? Son imposture enfin découverte? Le week-end lui parut interminable. Il tourna en rond dans l'appartement, incapable de se concentrer. Amélie le remarqua. « Papa, tu es bizarre. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, ma puce. Papa a juste beaucoup de choses dans la tête. » Le lundi matin, il frappa à la porte du bureau 301, le cœur battant. Antoine l'accueillit avec un sourire chaleureux, inhabituel. « Julien, entrez, entrez, asseyez-vous. » Le tutoiement soudain surprit Julien. Antoine s'assit face à lui, non plus derrière son bureau, mais sur le canapé, dans une posture plus décontractée. « Comment vas-tu? Le poste te convient? »« Oui, vraiment. Je me sens utile. C'est un sentiment que j'avais perdu. Parfait, parce que j'ai quelque chose à te proposer. » Antoine se pencha en avant, les mains jointes. « Claire et moi avons beaucoup discuté ces derniers mois. Ton histoire nous a profondément touchés. Un père seul, qui se bat pour élever sa fille, qui sacrifie son emploi pour aider une inconnue. Ça nous a fait réfléchir. » Il marqua une pause. « Combien d'employés dans cette entreprise vivent des situations similaires? Des parents isolés, des aidants familiaux, des personnes avec des contraintes personnelles lourdes. Combien sont en difficulté mais n'osent pas en parler de peur d'être jugés, sanctionnés, licenciés? » Julien commençait à comprendre où Antoine voulait en venir. « Nous voulons créer un nouveau programme, » continua Antoine. « Un programme d'accompagnement pour les salariés en situation de fragilité familiale. Horaires aménagés, soutien psychologique, aide financière ponctuelle, garde d'enfants en urgence. Tout ce qui peut rendre la vie un peu plus facile. » Il fixa Julien intensément. « Et nous voulons que tu pilotes ce programme. Avec Claire. » Julien écarquilla les yeux. « Moi? Mais je ne suis pas. Tu es exactement la bonne personne. Tu as vécu ces difficultés. Tu comprends ce dont les gens ont besoin. Tu as de l'empathie, de la crédibilité. Les employés te feront confiance parce que tu es l'un d'eux. » Julien secoua la tête, submergé.
Antoine, je ne suis pas un travailleur social, je ne suis pas psychologue, je suis juste un type qui essaie de s'en sortir. Justement, tu essaies et tu y arrives. C'est exactement ce message qu'on veut transmettre. Antoine sortit un dossier épais, le posa sur la table basse. Regarde, on a déjà ébauché les grandes lignes. Budget de 100 000 € pour la première année. Partenariat avec des crèches, des psychologues, des assistantes sociales. On appelle ça équilibre. Un nom simple, un objectif clair, permettre à nos employés d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Julien feuilleta le dossier, abasourdi par le niveau de détail et par l'ambition du projet. Et Claire, quel serait son rôle? Elle copiloterait le programme. Elle a une expérience en accompagnement social. Elle faisait du bénévolat dans une association avant la naissance de Thomas, et elle est très motivée. C'est devenu une cause personnelle pour elle. Antoine se leva, tendit la main. « Alors, tu acceptes ?» Julien resta silencieux un long moment. Accepter signifiait sortir complètement de sa zone de confort, s'exposer, devenir une figure visible dans l'entreprise. Refuser signifiait rester dans l'ombre, en sécurité, mais sans donner du sens à ce qu'il avait traversé. Il pensa à Amélie, à Élise, à tous les matins difficiles, à toutes les nuits d'angoisse, à tous ces moments où il avait cru qu'il n'y arriverait pas. J'accepte. Le programme Équilibre fut lancé en janvier. Une réunion de présentation fut organisée dans la salle de conférence du siège avec tous les superviseurs et chefs d'équipe. Marc Pelletier était présent, bras croisés, regard sceptique. Antoine introduisit le projet, expliqua la philosophie, les objectifs. Puis il donna la parole à Julien. Julien se leva, les jambes tremblantes. 40 paires d'yeux fixés sur lui. Il prit une grande inspiration. « Bonjour à tous, je m'appelle Julien Moreau. Il y a 4 mois, j'étais chauffeur-livreur à Vèze. J'ai été licencié pour avoir aidé une femme enceinte en détresse. Cette femme était Claire Delattre, l'épouse de notre PDG. Un murmure parcourut la salle. Julien continua. « Je ne vous raconte pas ça pour m'apitoyer ou pour me vanter. Je vous le raconte parce que mon histoire n'est pas unique. Beaucoup d'entre vous vivent des situations compliquées. Des enfants malades, des parents âgés, des divorces, des fins de mois difficiles. Et souvent, vous n'en parlez pas, parce que vous avez peur d'être jugé, peur d'être vu comme faible, peur de perdre votre travail. » Il marqua une pause, laissa ces mots résonner. Le programme Équilibre n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance que vous êtes des êtres humains, pas des machines, que vos vies comptent autant que vos performances, que nous sommes plus forts ensemble quand nous nous soutenons mutuellement. Il vit des têtes hochées, des regards s'adoucir. Même Marc semblait troublé. Si vous êtes en difficulté, venez nous voir. Claire et moi sommes là pour vous écouter, pour trouver des solutions. Sans jugement, sans conséquences sur votre carrière. Nous voulons juste que vous alliez mieux. Parce que quand vous allez mieux, l'entreprise va mieux. Tout le monde y gagne. Il se rassit sous un silence respectueux. Puis quelqu'un se mit à applaudir. Puis un autre. Puis toute la salle. Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Après la réunion, Marc s'approcha de lui, l'air mal à l'aise. « Moreau, écoute, Il chercha ses mots, peu habitué aux excuses. « Je n'aurais pas dû te virer, j'ai été con, voilà. » Ce n'était pas une grande déclaration, mais venant de Marc, c'était énorme. Julien lui tendit la main. « Merci, Marc. » Ils se serrèrent la main. 2 hommes si différents, mais unis par ce moment de vérité. Les semaines qui suivirent furent intenses. Julien et Claire travaillèrent d'arrache-pied pour mettre en place les dispositifs d'accompagnement. Ils recrutèrent une psychologue à mi-temps, négocièrent des tarifs préférentiels avec des crèches partenaires, créèrent une cellule d'urgence joignable 24h/24 pour les situations de crise. Les demandes affluèrent rapidement. Sophie, secrétaire de direction, mère de 3 enfants dont un autiste, obtint des horaires aménagés et un soutien pour financer une aide à domicile. Karim, magasinier, en plein divorce conflictuel, bénéficia de séances avec la psychologue et d'une avance sur salaire pour payer son avocat. Isabelle, comptable, aidante de sa mère atteinte de Parkinson, put basculer en télétravail 3 jours par semaine. Julien découvrit une vocation insoupçonnée. Il aimait écouter, comprendre, trouver des solutions. Chaque problème résolu lui donnait l'impression de racheter un peu les années de galère, de transformer sa souffrance en quelque chose d'utile. Claire devint une alliée précieuse, puis une amie. Ils déjeunaient ensemble régulièrement, partagèrent leurs doutes, leurs victoires,
leur frustration. Elle lui raconta son parcours. Issue d'un milieu modeste, elle avait grimpé l'échelle sociale grâce aux études, mais n'avait jamais oublié d'où elle venait. Elle voulait utiliser sa position pour aider les autres. « Tu sais, lui confia-t-elle un jour, autour d'une salade dans un café de la rue Mercière, ce qui s'est passé ce matin de novembre, c'était un signe. J'aurais pu mourir, Thomas aurait pu mourir, mais tu étais là. Et depuis, tout a changé. Pour toi, pour nous, pour l'entreprise. C'est comme si, elle chercha ses mots, comme si la compassion avait un effet domino. Un geste en entraîne un autre, qui en entraîne un autre. Et au final, tout le monde en bénéficie. » Julien sourit, touché par cette vision. Peut-être que c'est ça le vrai succès. Pas l'argent ou le pouvoir, juste le fait d'avoir rendu la vie un peu meilleure pour quelqu'un. Claire leva son verre d'eau. À la compassion alors, à la compassion. En mars, Antoine organisa un dîner chez lui, dans sa maison de Caluire et Cuire, pour célébrer les 3 mois du programme Équilibre. Il invita Julien et l'encouragea à venir avec Amélie. La maison des Delattre était imposante. Une demeure bourgeoise du début du XXe siècle, jardin arboré, piscine couverte, terrasse avec vue sur Lyon illuminée. Julien se gara devant le portail, impressionné malgré lui. Amélie, dans sa plus belle robe, papillonnait d'excitation. « Papa, c'est un château ?»« Non, ma puce, juste une grande maison. » Claire les accueillit avec chaleur, embrassa Amélie, complimenta sa robe. Thomas, maintenant âgé de 4 mois, dormait dans un couffin posé dans le salon. Antoine serra la main de Julien avec une sincérité palpable. « Bienvenue chez nous, Julien. Fais comme chez toi. » Le repas fut somptueux. Foie gras, magret de canard, gratin dauphinois, plateau de fromage, tarte aux framboises. Amélie et les enfants des voisins invités jouèrent dans le jardin pendant que les adultes discutaient autour de la table en bois de chêne massif. Julien se sentait un peu déplacé dans cet univers, mais Antoine et Claire firent tout pour le mettre à l'aise. Ils parlèrent du programme, des projets futurs, de la possibilité de l'étendre à d'autres sites de l'entreprise dans toute la France. Après le dessert, Claire disparut un instant, puis revint avec une grande enveloppe Kraft. « Julien, nous avons quelque chose pour toi. » Elle sortit un cadre photo. Julien reconnut immédiatement l'image, lui-même en costume, devant l'Assemblée lors de la réunion de lancement. Mais en dessous, un texte gravé sur une plaque. Parfois, un geste de compassion change tout. « Merci Julien. Équipe Delattre Logistique. » Julien sentit sa gorge se nouer. « Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dis rien, » murmura Claire. « Accroche-le dans ton bureau, pour te rappeler que ce que tu as fait, ce que tu fais encore, a de l'importance. » Amélie, qui avait rejoint la table, regarda la photo, puis son père. « Papa, tu es célèbre. »« Non, ma puce, juste reconnaissant. » Plus tard dans la soirée, alors qu'Amélie dormait sur le canapé, épuisée par sa journée, Julien et Antoine se retrouvèrent seuls sur la terrasse, un verre de cognac à la main. « Tu sais, » dit Antoine en contemplant les lumières de Lyon, « j'ai créé cette entreprise il y a 20 ans. J'ai toujours pensé que le succès se mesurait en chiffres. Chiffre d'affaires, part de marché, rentabilité. Mais depuis que Thomas est né, depuis ce qui s'est passé avec Claire, j'ai compris que je me trompais. » Il but une gorgée, pensif. « Le vrai succès, c'est de savoir qu'on a eu un impact positif, que les gens qui travaillent pour nous rentrent chez eux moins stressés, moins angoissés, que leurs enfants grandissent avec des parents plus présents. Ça, c'est quelque chose qu'aucun bilan comptable ne peut mesurer. » Julien hocha la tête. « Ah, tu as raison. Et merci. Pour tout. Pour m'avoir donné cette chance. Pour avoir cru en moi. Ne me remercie pas. Tu l'as mérité. » Ils trinquèrent en silence, 2 hommes que le hasard avait réunis et qui avaient construit quelque chose de beau ensemble. En mai, le programme Équilibre fut présenté lors d'une conférence régionale sur la responsabilité sociale des entreprises à la CCI de Lyon. Julien fut invité à témoigner. Il monta sur scène devant 200 chefs d'entreprise, managers, consultants RH. Amélie était assise au premier rang, accompagnée de Josette. Julien raconta son histoire, sans phare, sans exagération. Les difficultés, la précarité, le licenciement, la rencontre avec Claire, la seconde chance. Il expliqua comment un geste de compassion avait créé un cercle vertueux, transformant non seulement sa vie, mais celle de dizaines d'employés. La compassion n'est pas une faiblesse, conclut-il. C'est une force qui construit, qui répare, qui transforme.
Et si chaque entreprise, chaque manager, chaque collègue prenait le temps d'écouter, de comprendre, de tendre la main, imaginez le monde qu'on pourrait créer. La salle se leva pour l'applaudir. Amélie criait « C'est mon papa !» avec une fierté débordante. Julien descendit de scène, les yeux humides, le cœur gonflé d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La fierté. Pas de lui-même, mais de ce qu'il avait pu inspirer. Plusieurs entreprises contactèrent Delattre Logistique pour implémenter des programmes similaires. Julien et Claire animèrent des ateliers, partagèrent leur méthodologie, formèrent des managers. Le programme Équilibre devint un modèle, cité dans des articles de presse, dans des études universitaires. Mais pour Julien, la vraie victoire était ailleurs. Elle était dans les yeux d'Amélie quand il venait la chercher à l'école, à 17h pile. Elle était dans les sourires de ses collègues qui osèrent maintenant parler de leurs difficultés. Elle était dans les messages de remerciement qu'il recevait régulièrement. « Grâce à vous, j'ai pu garder mon emploi. Grâce à vous, ma fille a pu partir en classe verte. Grâce à vous, j'ai retrouvé l'espoir. » Juin arriva avec ses journées ensoleillées, ses terrasses bondées le long de la Saône, ses parfums de tilleul dans les parcs. Un samedi après-midi, Julien emmena Amélie au parc de la Tête d'Or. Ils louèrent des vélos, pédalèrent autour du lac, s'arrêtèrent pour manger une glace sous les saules pleureurs. Amélie lécha son cornet de fraises vanille, le regard perdu sur les cygnes qui glissaient sur l'eau calme. « Papa, dit-elle soudain, tu es content maintenant ?»« Oui, ma puce, très content. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu souris beaucoup plus qu'avant. Et tu ne dis plus « on verra » quand je te demande quelque chose. » Julien éclata de rire, ému par la lucidité de sa fille. « Tu as raison, les choses vont mieux, beaucoup mieux. C'est grâce à la dame que tu as aidée, non? Celle qui a eu un bébé? Oui, en quelque sorte. Alors, c'est bien d'aider les gens, parce qu'après, ils nous aident aussi. » Julien serra sa fille contre lui. « Exactement, ma puce, exactement. » Ils restèrent là, en silence, écoutant le bruissement des feuilles, le clapotis de l'eau, le rire des enfants sur les balançoires. Julien réalisait que, pour la première fois depuis la mort d'Élise, il n'avait plus peur. Peur du lendemain, peur de manquer, peur d'échouer. Il avait traversé la tempête et il avait survécu. Plus que ça, il avait reconstruit. Le téléphone de Julien vibra. Un message d'Antoine. « Réunion lundi 9h. Nouvelle proposition. Prépare-toi, c'est du lourd. » Julien sourit. Quelle que soit cette nouvelle proposition, il était prêt. Il avait appris que les meilleures choses arrivent quand on ose faire confiance, quand on ose croire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Il rangea son téléphone, prit la main d'Amélie. « Viens, ma puce, on rentre à la maison. » Ils pédalèrent lentement, sans se presser, savourant chaque instant. La vie était belle. Enfin, le lundi matin arriva avec une luminosité particulière. Lyon se réveillait sous un ciel d'un bleu éclatant, ce bleu profond de juin qui annonce l'été. Julien accompagna Amélie à l'école, lui fit un bisou prolongé devant la grille, puis prit le tramway jusqu'à Bellecour. Il marchait d'un pas léger, presque insouciant, un sentiment qu'il avait oublié pendant si longtemps. Dans le hall du siège de Delattre Logistique, il croisa Nathalie Lambert, qui lui adressa un sourire complice. « Alors, Julien, prêt pour la grande annonce ?»« Quelle grande annonce ?» demanda-t-il soudain nerveux. « Tu verras, Antoine t'attend. » Il monta au 3e étage, frappa à la porte du bureau 301. Antoine l'accueillit avec une énergie inhabituelle, presque juvénile. « Julien, entre, entre, assieds-toi, j'ai quelque chose d'énorme à te proposer. » Julien s'installa, intrigué. Antoine sortit une tablette tactile, fit défiler plusieurs graphiques, des tableaux de chiffres. « Regarde ça. Depuis le lancement d'Équilibre en janvier, nos indicateurs ont explosé. Taux d'absentéisme en baisse de 32%, turnover divisé par 2, satisfaction des employés en hausse de 48%. Et, c'est le plus impressionnant, notre productivité a augmenté de 17%. » Il leva les yeux vers Julien. « Tu sais ce que ça signifie ? Que ton programme ne coûte pas à l'entreprise. Il rapporte, financièrement, humainement, stratégiquement. » Julien hocha la tête, ému par ces chiffres qui validaient tout le travail accompli. « J'ai présenté ces résultats au conseil d'administration vendredi dernier, » continua Antoine, « et nous avons pris une décision. Nous allons déployer Équilibre sur tous nos sites en France. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes. 12 sites, 3200 employés au total. » Il se pencha en avant,
le regard intense. Et je veux que tu diriges cette expansion. Directeur national du bien-être et de l'accompagnement social. Rattaché directement à moi. Salaire, 3 500 € net par mois, plus prime variable. Tu auras une équipe de 6 personnes sous ta responsabilité. Tu voyageras beaucoup, mais avec flexibilité totale pour ta vie familiale. Alors, Julien resta bouche bée. Directeur national. 3 500 €. Une équipe. C'était vertigineux. Impensable il y a 6 mois. Antoine, je ne sais même pas par où commencer. C'est énorme. Tu mérites cette promotion, Julien. Tu as transformé cette entreprise de l'intérieur. Tu as montré qu'on peut être performant ET humain. C'est une révolution silencieuse que tu as menée. Maintenant, il faut l'amplifier. Antoine se leva, tendit la main. Je ne te force pas. Prends le temps d'y réfléchir. Parle-en à ta fille, à Josette. Mais j'ai besoin d'une réponse avant la fin de la semaine. On veut lancer le déploiement national en septembre. Julien serra la main, les jambes tremblantes. Je te donne ma réponse mercredi. Ce soir-là, après avoir couché Amélie, Julien appela Josette. Il lui raconta tout. La promotion, le salaire, les responsabilités, les voyages. Josette écouta en silence, puis soupira longuement. « Mon grand, » dit-elle avec une douceur infinie, « tu te souviens d'il y a 6 mois, quand tu as été licencié, tu étais au fond du trou. Tu pensais que tout était fini, et regarde où tu es maintenant. » Sa voix se brisa légèrement. « Élise serait tellement fière de toi, tellement fière. » Julien sentit les larmes monter. « Tu crois ? J'en suis certaine. Elle t'a toujours dit que tu avais un cœur énorme, que tu étais capable de grandes choses. Elle avait raison. » Josette marqua une pause. « Accepte cette promotion, Julien. Tu l'as méritée 1000 fois. Et pour les voyages, ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour Amélie. Toujours. » Julien raccrocha le cœur gonflé de gratitude. Il s'allongea sur le canapé, fixant le plafond, laissant défiler les images des 6 derniers mois comme un film en accéléré. Le licenciement brutal, la rencontre avec Claire, la seconde chance, le programme équilibre, les vies changées. Et maintenant, cette nouvelle étape. Il pensa à Élise, à son sourire lumineux, à sa façon de croire en lui-même quand lui-même doutait. Il ferma les yeux, murmura dans le silence de l'appartement. « Merci, mon amour, merci d'avoir cru en moi. J'espère que tu me vois. J'espère que tu es fier. » Le mercredi matin, il entra dans le bureau d'Antoine avec une détermination tranquille. « J'accepte. » L'été passa dans un tourbillon d'activités. Julien et Claire, désormais co-directeurs du programme national, parcoururent la France pour former les équipes locales, rencontrer les superviseurs, adapter le dispositif aux spécificités de chaque site. Marseille, avec son accent chantant et sa chaleur méditerranéenne. Lille avec son architecture flamande et sa convivialité bourrue. Bordeaux avec ses façades du XVIIIe siècle et ses vignobles alentours. Partout le même accueil, de la méfiance initiale, puis de la curiosité, puis de l'adhésion enthousiaste. Les employés racontèrent leurs histoires, leurs difficultés, leurs rêves. Julien écoutait, prenait des notes, cherchait des solutions. Il découvrit qu'il avait un don pour ça, connecter avec les gens, les mettre en confiance, les aider à verbaliser ce qu'ils n'osèrent pas dire. À Lyon, Amélie passait l'été chez Josette, mais Julien rentrait chaque week-end. Il l'emmenait au cinéma, à la piscine, dans les parcs. Ils parlèrent beaucoup de tout et de rien. Amélie grandissait, mûrissait, posait des questions de plus en plus profondes. « Papa ?» demanda-t-elle un dimanche après-midi au bord du Rhône. « Tu regrettes que maman soit partie ?»« Tous les jours, ma puce. Tous les jours. Mais je ne regrette pas d'avoir été son mari. Je ne regrette pas de t'avoir eu. Ces années avec elle étaient les plus belles de ma vie. » Amélie se blottit contre lui. « Moi aussi, je pense à elle. Mais des fois, j'ai peur de l'oublier. Son visage, sa voix, ça devient flou. C'est normal, mon cœur. Le temps fait ça. Mais elle vit en toi, dans ton sourire, dans ta gentillesse, dans ta façon d'aimer les livres. Elle ne disparaîtra jamais complètement. » Ils restèrent là, assis sur les berges aménagées, regardant les péniches glisser sur le fleuve, les cyclistes défiler sur la voie verte, les familles pique-niquer sous les platanes. Lyon en été avait une douceur particulière, une légèreté qui contrastait avec la grisaille hivernale. En septembre, le déploiement national fut officiellement lancé. Une grande conférence de presse fut organisée au siège, avec journalistes, représentants syndicaux, élus locaux. Antoine présenta le programme puis passa la parole à Julien. Debout devant les caméras, les micros, les flashs des photographes,
Julien ressentit une bouffée d'anxiété. Mais il pensa à Amélie, assise au fond de la salle avec Josette. Il pensa à Élise. Il prit une grande inspiration et commença. « Il y a 1 an, j'étais chauffeur-livreur. Je gagnais 1800 € par mois. Je vivais dans l'angoisse permanente de ne pas arriver à payer le loyer, à nourrir ma fille. J'ai été licencié pour avoir fait preuve d'humanité, pour avoir aidé quelqu'un qui en avait besoin. » Il marqua une pause, laissa le silence installer l'impact de ses mots. « Aujourd'hui, je suis directeur national d'un programme qui aide des centaines de personnes à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Comment est-ce possible ? Grâce à un homme qui a eu le courage de remettre en question son propre système. Grâce à une femme qui a transformé son épreuve en force. Grâce à une entreprise qui a compris qu'investir dans l'humain, c'est investir dans la performance. » Il fixa les caméras, pensant aux milliers de personnes qui verraient peut-être ces images. « Mon message est simple. La compassion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos vies. Quand on prend soin les uns des autres, tout le monde y gagne. C'est ce que nous voulons prouver avec équilibre. Et nous y arrivons. » Les applaudissements fusèrent. Plusieurs journalistes posèrent des questions auxquelles Julien répondit avec une assurance qu'il ne se connaissait pas. À la fin de la conférence, une journaliste de France 3 Rhône-Alpes l'arrêta. « Monsieur Moreau, votre histoire est extraordinaire. Accepteriez-vous un portrait pour notre émission Parcours ?» Julien hésita, puis accepta. Si son histoire pouvait inspirer d'autres personnes, d'autres entreprises, alors elle avait du sens. Le reportage fut diffusé 3 semaines plus tard, un mercredi soir à 19 h. Julien le regarda chez lui, avec Amélie et Josette. 10 minutes de témoignage, d'images de l'entreprise, de reconstitution de son parcours. Il se vit à l'écran, parlant de sa femme décédée, de ses difficultés, de sa renaissance. Amélie serra sa main très fort. « Papa, tu es à la télé. C'est trop cool. » Le lendemain, son téléphone explosa. Des dizaines de messages, d'emails, de demandes d'entretien. Des chefs d'entreprise qui voulaient implémenter le même programme. Des associations qui proposaient des partenariats. Des personnes en difficulté qui cherchaient des conseils. Julien fut submergé, dépassé. Claire l'aida à trier, à prioriser, à déléguer. Ensemble, ils mirent en place une stratégie de communication, une cellule dédiée aux demandes externes, un réseau de partenaires. Le programme Équilibre devint une référence nationale. Des articles parurent dans les Échos, Le Monde, L'Express. Une étude universitaire de Sciences Po Lyon analysa le modèle. Le ministère du Travail invita Antoine et Julien à présenter leur expérience lors d'un colloque à Paris. Mais au milieu de ce tourbillon médiatique, Julien restait ancré dans le concret. Il continuait à recevoir les employés en difficulté, à écouter leurs problèmes, à chercher des solutions. C'était ça, sa vraie mission. Pas les projecteurs, mais les rencontres discrètes, les petites victoires silencieuses. Octobre arriva avec ses feuilles dorées, ses premières fraîcheurs matinales, ses lumières rasantes qui transformaient Lyon en tableau impressionniste. Un matin, Julien reçut un email d'Antoine. « Dîner samedi chez nous, 19h30. Claire et moi avons une surprise pour toi. Viens avec Amélie. » Le samedi soir, Julien et Amélie sonnèrent au portail de la maison de Caluire et Cuire. Claire les accueillit avec un sourire radieux, Thomas dans les bras. Le petit avait maintenant 7 mois, des cheveux blonds bouclés, des yeux vifs et curieux. « Entrez, entrez, vous êtes les invités d'honneur ce soir. » Le salon était décoré avec goût. Bougies sur la table, bouquets de roses blanches, nappes en lin écru. Une dizaine de personnes étaient déjà là. Nathalie Lambert, quelques managers de l'entreprise, Josette, à la surprise émue de Julien, et Marc Pelletier, l'ancien superviseur, visiblement mal à l'aise, mais présent. Antoine leva son verre de champagne. « Mes amis, commença-t-il d'une voix solennelle, nous sommes réunis ce soir pour célébrer un homme exceptionnel, Julien Moreau. » Tous les regards se tournèrent vers Julien, qui rougit instantanément. Il y a 1 an, Julien était dans une situation désespérée, licencié, endetté, seul avec sa fille. Mais il n'a jamais perdu son humanité. Au contraire, c'est précisément son humanité qui l'a sauvé, et qui nous a tous transformés. Antoine sortit une enveloppe dorée de sa poche. « Julien, au nom du conseil d'administration de Delattre Logistique, je te remets ce soir le prix de l'excellence humaine, nouvellement créé. Ce prix récompense les personnes qui incarnent nos valeurs, compassion, engagement, dépassement de soi.
Tu es le premier lauréat, et le plus méritant. Il tendit l'enveloppe à Julien, qui la prit d'une main tremblante. À l'intérieur, un chèque de 10 000 € et un diplôme encadré avec ces mots gravés: pour avoir transformé la douleur en espoir, la solitude en solidarité, l'échec en renaissance. Merci, Julien. Julien sentit les larmes couler sur ses joues. Il n'essaya même pas de les retenir. Amélie vint se blottir contre lui, fière et émue. Josette sanglotait discrètement dans son mouchoir. Même Marc s'essuya les yeux, troublé par l'émotion ambiante. Je ne sais pas quoi dire, balbutia Julien. Merci. Merci à tous, mais surtout merci à vous, Antoine et Claire. Sans vous, je serais encore dans la galère. Vous m'avez sauvé, littéralement. Claire s'approcha, posa une main sur son épaule. Non, Julien, c'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as rappelé ce qui compte vraiment. Tu as transformé notre entreprise, mais aussi nos cœurs. Tu nous as rendus meilleurs. Le dîner qui suivit fut joyeux, chaleureux, plein de rires et de souvenirs partagés. Marc s'excusa à nouveau publiquement d'avoir licencié Julien, reconnaissant son erreur avec une humilité touchante. Nathalie raconta comment le programme Équilibre avait changé la culture d'entreprise, créant une atmosphère de confiance et de bienveillance. À 22 heures, alors que les enfants dormaient sur les canapés épuisés par leur jeu, Antoine entraîna Julien sur la terrasse. Lyon scintillait au loin, constellation de lumière orange et blanche. La basilique de Fourvière, illuminée, dominait la colline comme une sentinelle bienveillante. « Tu sais, dit Antoine en contemplant la ville, j'ai créé cette entreprise il y a 20 ans avec une seule obsession, réussir, gagner de l'argent, devenir influent, laisser une trace. J'ai travaillé comme un fou, sacrifié ma vie personnelle, mes amitiés, ma santé. Et pourquoi? Pour des chiffres sur un bilan comptable. » Il se tourna vers Julien. Puis Claire a failli mourir, et un inconnu l'a sauvée. Un inconnu qui avait 1000 raisons de ne pas s'arrêter, mais qui l'a fait quand même. Ça m'a bouleversé, ça m'a forcé à me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Des millions d'euros ou des vies transformées? Il sourit un sourire doux et sincère. Grâce à toi, j'ai choisi la deuxième option, et je ne l'ai jamais regretté. Julien hocha la tête, ému par cette confession. Moi non plus, je ne regrette rien, même les moments difficiles, parce qu'ils m'ont mené ici, à cette vie que je n'aurais jamais osé imaginer. Ils trinquèrent en silence, deux hommes que le destin avait réunis et qui avaient construit ensemble quelque chose de beau et de durable. Novembre arriva, puis décembre. L'anniversaire de la rencontre entre Julien et Claire approchait. 1 an exactement depuis ce matin pluvieux où tout avait basculé. Claire proposa d'organiser une célébration symbolique, retourner sur le lieu exact où Julien l'avait trouvé, rue Garibaldi, et y installer une plaque commémorative. « Une plaque ?» s'étonna Julien. « Pourquoi faire ?»« Pour nous rappeler, » répondit Claire. « Pour rappeler à tous ceux qui passeront là que la compassion peut changer des vies. Qu'un geste, même petit, peut avoir des conséquences immenses. » Le 20 novembre, par une matinée étrangement similaire à celle d'1 an auparavant, ciel gris, pluie fine, air glacé, un petit groupe se réunit rue Garibaldi. Antoine, Claire avec Thomas dans les bras, Julien et Amélie, Josette, quelques employés du programme Équilibre, le maire adjoint du 3e arrondissement. Sur le mur où Claire s'était effondrée, une plaque de bronze avait été fixée. Le maire adjoint la dévoila sous les applaudissements. On pouvait y lire « Ici, le 20 novembre 2024, un geste de compassion a changé 2 vies. Que ce lieu nous rappelle l'importance de tendre la main, de s'arrêter pour aider, de choisir l'humanité. Merci, Julien Moreau. » Julien fixa la plaque, submergé par l'émotion. 1 an. 1 an exactement. Il repensa à ce matin, à sa panique face au retard, à sa décision d'arrêter malgré tout, à Marc qui le virait, à son désespoir. Et maintenant, cette plaque, cette reconnaissance, cette transformation. Claire s'approcha de lui, lui prit la main. « Tu te rends compte? 1 an? En 1 an, regarde tout ce qui a changé. »« C'est vertigineux, » murmura Julien. « J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. »« Non, tu vis ta vie, enfin, la vie que tu mérites. » Elle serra sa main plus fort. « Merci, Julien, pour tout, pour m'avoir sauvé, pour avoir sauvé Thomas, pour avoir transformé notre entreprise, pour avoir été. Toi. » Julien la regarda, cette femme qu'il avait aidée par pur instinct et qui était devenue une amie précieuse, une alliée, presque une sœur. « Merci à toi aussi, Claire, pour avoir cru en moi,
pour m'avoir donné cette chance. » Ils s'embrassèrent chaleureusement, sous le regard attendri d'Antoine et des autres. Amélie tira sur la manche de son père. « Papa, la dame à la télé veut te parler. » Effectivement, une journaliste de France 3 était présente, couvrant l'événement. Elle interviewa Julien, Claire, Antoine. Le reportage passerait au journal de 13 heures. Mais Julien ne pensait déjà plus aux caméras. Il pensait à cette plaque, à ce symbole. Pendant des années, il avait eu l'impression d'être invisible, insignifiant. Un homme parmi des millions d'autres, se battant dans l'ombre pour joindre les deux bouts. Et maintenant, il laissait une trace. Une trace qui rappellerait aux passants que chaque geste compte, que chaque choix a un poids, que l'humanité n'est jamais une faiblesse. Décembre s'installa avec ses lumières de Noël, ses marchés artisanaux, ses vitrines décorées. Julien avait désormais les moyens d'offrir à Amélie un vrai Noël, des cadeaux, un sapin, un repas festif. Il l'emmena choisir son sapin chez un producteur local de la vallée du Rhône. Ils optèrent pour un Norman de 2 mètres, qu'ils décorèrent ensemble un dimanche après-midi, en écoutant des chants de Noël. Amélie accrocha les boules de couleur, les guirlandes argentées, l'étoile au sommet. Elle rayonnait de bonheur. « Papa, c'est le plus beau Noël de ma vie. Moi aussi, ma puce. Moi aussi. » Le soir du réveillon, ils dînèrent tous les trois, Julien, Amélie et Josette, dans l'appartement de la rue Garibaldi. Foie gras, chapon rôti, bûche pâtissière achetée chez un artisan de la Croix-Rousse. Rien d'extravagant, mais tellement plus que les années précédentes où Julien comptait chaque centime. Après le repas, pendant qu'Amélie ouvrait ses cadeaux avec des cris de joie, Josette posa sa main ridée sur celle de Julien. « Élise serait fière de toi, mon grand. Si fière. Tu as relevé la tête. Tu as reconstruit une vie pour toi et pour Amélie. Tu as honoré sa mémoire. » Julien embrassa sa belle-mère sur la joue. « Merci, Josette, pour tout, pour avoir été là, pour ne jamais m'avoir laissé tomber. » Elle sourit, les yeux brillants de larmes. « Tu es comme un fils pour moi. Élise a eu de la chance de t'avoir, et Amélie aussi. » Cette nuit-là, après avoir couché Amélie qui serrait contre elle sa nouvelle peluche, un lapin blanc tout doux, Julien s'installa sur le canapé avec une tasse de thé. Il sortit de son portefeuille une photo d'Élise, celle qu'il gardait toujours sur lui. Elle souriait, cheveux blonds au vent, lors d'un week-end à Annecy, 3 mois avant le diagnostic. « Mon amour, » murmura-t-il, « je ne sais pas si tu m'entends, où que tu sois, mais si tu m'entends. Merci, merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir laissé Amélie. Elle est tout pour moi, et je te promets que je vais continuer à être un bon père, continuer à aider les autres, continuer à honorer ce que nous avons construit ensemble. » Il posa la photo sur la table basse, essuya ses larmes. « Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais je vais bien maintenant. » Enfin, un sentiment de paix l'envahit, profond et apaisant. Pour la première fois depuis la mort d'Élise, il ne se sentait plus écrasé par la culpabilité d'être heureux sans elle. Il comprenait enfin qu'elle aurait voulu qu'il vive, qu'il se reconstruise, qu'il soit heureux. C'était ça, le plus bel hommage qu'il pouvait lui rendre. L'année 2026 commença sous de bons augures. En janvier, le programme Équilibre remporta le prix de l'innovation sociale, décerné par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Julien monta sur scène avec Claire et Antoine, reçut le trophée sous les applaudissements de 300 personnes. En février, le programme fut étendu à 25 sites supplémentaires, touchant maintenant près de 6000 employés. Les témoignages affluaient, des parents qui pouvaient enfin être présents pour leurs enfants, des aidants familiaux qui tenaient bon grâce au soutien reçu, des personnes en dépression qui retrouvaient l'espoir. En mars, Julien fut invité à intervenir à l'Université Lyon 2 devant des étudiants en ressources humaines et en psychologie du travail. Il parla pendant 1 heure, racontant son parcours, expliquant la philosophie du programme, répondant aux questions. Les étudiants l'écoutèrent dans un silence religieux. À la fin, une jeune femme leva la main. « Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui traverse actuellement ce que vous avez traversé? Quelqu'un qui a l'impression que tout s'effondre. » Julien réfléchit un instant. « Je lui dirais 3 choses. 1. Tu n'es pas seul. Même quand tu as l'impression d'être invisible, il y a des gens qui te voient, qui se soucient de toi. 2. Les difficultés ne sont pas une punition. C'est la vie. Elles ne définissent pas qui tu es. C'est la façon dont tu y réponds qui compte. Et 3. N'abandonne jamais la compassion. Même quand le monde semble cruel, même quand tu es épuisé, continue à tendre la main. Parce que c'est cette compassion qui finira par te sauver.
Les applaudissements fusèrent. Plusieurs étudiants vinrent le voir après la conférence, lui racontèrent leurs propres difficultés, cherchèrent des conseils. Julien les écouta tous un par un, avec patience et empathie. C'était devenu sa mission, écouter, comprendre, aider. En avril, par un dimanche ensoleillé, Julien emmena Amélie au parc de la Tête d'Or. Ils marchèrent longtemps, main dans la main, s'arrêtant devant les enclos des animaux, les serres tropicales, le lac où glissaient les pédalos. Amélie, maintenant âgée de 7 ans et demi, avait grandi, mûri. Elle posait des questions de plus en plus profondes, réfléchissait au monde qui l'entourait. « Papa, dit-elle soudain, tu te souviens, il y a 1 an, quand tu m'as dit qu'on ne pourrait pas aller à la patinoire parce que tu n'avais pas d'argent ?» Julien se crispa légèrement. « Oui, je m'en souviens. Je ne t'en ai jamais voulu, tu sais. Je savais que tu faisais de ton mieux. » Elle s'arrêta, leva les yeux vers lui. « Mais maintenant, tu es content, non? Tu souris tout le temps. Tu ne dis plus « on verra ». Tu as le temps de jouer avec moi, c'est comme si on avait retrouvé notre famille, même sans maman. » Julien s'accroupit à sa hauteur, prit ses petites mains dans les siennes. « Tu as raison, ma puce. On a retrouvé notre équilibre. Et c'est grâce à beaucoup de choses, à des gens qui nous ont aidés, à des choix que j'ai faits. Mais surtout, c'est grâce à toi, parce que tu es ma raison de me battre, ma raison de continuer, ma raison de croire que demain sera meilleur. » Amélie se jeta dans ses bras, le serrant fort. « Je t'aime, papa. Tu es le meilleur papa du monde. » Julien la serra contre lui, les yeux fermés, savourant ce moment de grâce absolue. Toutes les difficultés, toutes les nuits d'angoisse, tous les sacrifices, tout avait mené à cet instant. Et ça en valait la peine, tellement la peine. En juin, 1 an et demi après la rencontre avec Claire, Antoine organisa une grande fête d'entreprise dans le parc de Guerlande, près du Rhône. 1500 employés de tous les sites français furent invités, avec leurs familles. Barbecue géant, animation pour enfants, concerts en plein air, ambiance festive et décontractée. Julien se promenait parmi les groupes, saluant des visages familiers, rencontrant des employés venus de Marseille, Lille, Strasbourg. Partout on le reconnaissait, on le remerciait. « Monsieur Moreau, grâce à vous j'ai pu garder mon emploi quand mon fils est tombé malade. »« Julien, le programme m'a sauvé la vie pendant mon divorce. Merci pour tout ce que vous faites. Vous changez vraiment les choses. » Julien répondait avec humilité, gêné par tant de reconnaissance. Il n'avait pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, juste d'avoir été humain, d'avoir écouté, d'avoir tendu la main. En fin d'après-midi, Antoine monta sur la scène improvisée et prit le micro. « Mes amis, merci à tous d'être là. Cette fête, c'est pour vous, pour célébrer notre réussite collective. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas juste des chiffres, c'est des humains, des histoires, des vies. » Il fit signe à Julien de monter. « Julien, viens ici. » Julien monta sur scène, mal à l'aise sous les regards de 1500 personnes. Antoine passa un bras autour de ses épaules. « Cet homme, dit Antoine avec émotion, a transformé notre entreprise, pas en inventant une nouvelle technologie, pas en augmentant la productivité de 20%. Non, il l'a transformée en nous rappelant que nous sommes des êtres humains, que nous méritons d'être écoutés, soutenus, respectés. » Il se tourna vers Julien. « Merci Julien, pour ton courage, pour ton cœur, pour ta persévérance. Tu es un exemple pour nous tous. » La foule applaudit, siffla, cria. Amélie, dans les bras de Josette, agitait frénétiquement les mains en criant « C'est mon papa !» Claire, avec Thomas qui gambadait maintenant à ses côtés, souriait les larmes aux yeux. Julien prit le micro, la gorge serrée. « Je ne suis pas un héros. Je suis juste un type qui a eu de la chance de croiser le chemin de personnes exceptionnelles, la chance de travailler pour une entreprise qui a eu le courage de changer, la chance d'avoir une fille qui me donne la force de continuer chaque jour. » Il balaya la foule du regard. « Mais si mon histoire peut vous inspirer, alors elle a du sens. Si elle peut vous encourager à tendre la main à un collègue en difficulté, à écouter quelqu'un qui souffre, à choisir la compassion plutôt que l'indifférence, alors tout ce que j'ai traversé en valait la peine. » Il leva son verre de limonade. « À nous tous, à l'humanité, à l'espoir, à l'humanité, à l'espoir. » Reprit la foule en chœur. Le concert reprit, les enfants dansèrent, les adultes discutèrent jusqu'à tard dans la nuit. Julien s'assit sur l'herbe, Amélie endormie contre lui, et regarda le soleil se coucher sur Lyon.
La ville se parait de teintes orangées et roses. La basilique de Fourvière brillait comme un phare. Il pensa au chemin parcouru. De l'entrepôt de Vèze à cette fête, de la précarité à la stabilité, du désespoir à l'espoir. Il pensa à tous ceux qui l'avaient aidé en chemin, à tous ceux qui l'avaient aidé. La vie était étrange, imprévisible, parfois cruelle, parfois généreuse. Mais elle récompensait ceux qui refusaient d'abandonner, ceux qui choisissaient la compassion même quand c'était difficile, ceux qui croyaient que demain pouvait être meilleur qu'aujourd'hui. Julien ferma les yeux, respira profondément l'air tiède de juin, écouta le murmure du Rhône tout proche. Il était en paix, enfin. Épilogue. 2 ans plus tard. Amélie souffla ses 10 bougies sous les applaudissements. La table était dressée dans le jardin de la nouvelle maison que Julien avait achetée à Caluire-et-Cuire. 3 chambres, un petit jardin, vue sur les collines lyonnaises. Autour d'elle, ses amis de l'école, Josette, Antoine et Claire avec Thomas et leur nouveau bébé, une petite fille prénommée Élise en hommage. Julien regardait la scène depuis la terrasse, un sourire serein aux lèvres. Le programme Équilibre touchait maintenant 15 000 employés dans toute la France. Il avait été contacté par plusieurs gouvernements européens pour partager son expérience. Il avait écrit un livre, Le prix de la compassion, qui s'était vendu à 50 000 exemplaires. Mais rien de tout cela ne comptait autant que ce moment. Sa fille, heureuse, entourée d'amis, dans une maison stable, avec un père présent. Claire le rejoignit, porta un toast. À Julien. L'homme qui a prouvé qu'un geste peut changer le monde. Julien leva son verre, ému. Non, à nous tous, parce qu'on ne change rien seul, on le fait ensemble. Ils trinquèrent, et dans leurs yeux brillait la certitude que l'humanité, malgré toutes ses failles, gardait toujours une chance tant qu'il restait des gens prêts à tendre la main. Sur la rue Garibaldi, la plaque de bronze continuait de briller sous le soleil. Les passants s'arrêtaient parfois, lisaient l'inscription, repartaient songeurs. Certains changeaient peut-être leur façon de voir le monde. Certains décidaient peut-être, eux aussi, de s'arrêter la prochaine fois, de choisir la compassion. Et c'était ça, au fond, le véritable héritage de Julien Moreau. Avoir planté une graine d'humanité qui continuerait de pousser longtemps après lui dans le cœur de tous ceux qui croiseraient son histoire.